Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission consacrée à la décarbonation du parc des autorails X73500 en Nouvelle-Aquitaine. Alors c'est un sujet à la fois technique et stratégique, on va le voir, parce qu'il touche à la durabilité du matériel ferroviaire, il touche à la transition énergétique et puis il touche à la souveraineté industrielle. Ce webinaire n'est qu'une étape de réflexion partagée au sein du think tank Ferro 233 qui a pour vocation d'éclairer les discussions, d'éclairer le débat et puis d'écrire des trajectoires pour un ferroviaire pérenne, un ferroviaire durable. Et à l'invitation de la région Nouvelle-Aquitaine, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du projet de rétrofit en bio-GNV des X73500 au cœur des enjeux de décarbonation en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on va parler de solutions concrètes, on va parler de trajectoires, on va parler de prototypes, et puis on va parler aussi de la nécessité qu'ont les collectivités, les industriels et les acteurs de la recherche de coopérer autour d'une trajectoire commune, un transport ferroviaire plus propre et plus durable. Pour ouvrir cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Curzen. Bonjour Mathieu. Bonjour Éloi. Vous êtes ingénieur à la direction des transports ferroviaires de voyageurs à la région Nouvelle-Aquitaine. Jean-Jacques Mogoro, nous entendez-vous? Très bien. Vous êtes directeur industriel de la Fédération des industriels du ferroviaire. Merci Jean-Jacques. Pierre Montosé, vous êtes chef du projet bio-GNV Nouvelle-Aquitaine-Occitanie à la direction marché d'affaires sud-ouest de GRDF. Oui, bonjour Éloi et bonjour tout le monde. Et Séverine Rognier, vous êtes directrice générale de Ferro Campus, vous êtes coordinatrice du think tank Ferro 233, et puis, on va le voir, vous êtes rapporteur de l'étude ADEME dont nous allons parler tout à l'heure. Tout à fait. Bonjour Éloi, bonjour à tous. Merci à vous quatre d'être là. Alors, peut-être un petit tour de table. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Mathieu, peut-être? Eh bien, la région Nouvelle-Aquitaine porte justement ce projet de rétrofit bio-GNV de Ceram X73500. Donc c'est un sujet qui évidemment tient à cœur de la région et moi au sein de la direction des transports ferroviaires de voyageurs, j'en suis un des pilotes. Donc je suis très content aujourd'hui d'échanger sur ce sujet. Merci Mathieu. Pierre Montosé? Oui, alors on peut se demander ce que fait GRDF sur une table ronde qui va parler des trains, mais GRDF accompagne tous les projets qui visent à décarboner les activités, quelles qu'elles soient. Et donc dès la jeunesse de ce projet, en 2019, GRDF était à côté de l'ADEME pour faire des premières études. Et quand en plus la région Nouvelle-Aquitaine a voulu s'engager plus concrètement, on a déjà un partenariat fort avec la région Nouvelle-Aquitaine pour accompagner le développement du biométhane. Et puis dans les usages potentiels nouveaux du biométhane avec le bio-GNV, on est également accompagné à travers une convention ce projet de futur TER au bio-GNV. Donc on le voit aujourd'hui, c'est une étape dans une trajectoire déjà longue, une histoire assez longue avec la région. Exactement. Jean-Jacques Mogoro, pourquoi c'est important aussi pour que la FIF, soit la Fédération des industriels du ferroviaire, soit parmi nous aujourd'hui? Tout ce qui peut, d'un point de vue trajectoire, donner du sens à une filière industrielle nous intéresse. Là, on est sur des enjeux d'énergie. Définir le fait que sur un parc, on va faire le choix et qu'une région fasse le choix d'une énergie permet de mettre en mouvement toute une filière, que ce soit la formation, l'innovation, les centres de maintenance. Et dans ce sens, ça nous intéresse énormément de contribuer à cette démarche. Merci Jean-Jacques. Séverine, peut-être un petit mot et après j'aimerais bien qu'on présente les premiers axes de travail de Ferro 233. Oui, merci Éloi. Donc aujourd'hui, on le sait, les enjeux du X73500 sont importants et c'est ce pourquoi une série d'articles, d'actions sont menés depuis plusieurs mois par Ferro Campus. Mais aujourd'hui, j'ai la lourde mission de représenter Jérôme Poyet de l'ADEME pour témoigner du socle scientifique, technique et économique qui entoure la vision des acteurs. Donc, je vous présenterai en détail les fameuses études de l'ADEME sur le bio-GNV. Merci Séverine. Et alors, je vous propose de regarder une courte vidéo qui montre, oui, les premiers axes d'échange, les premiers axes de travail du think tank Ferro 233. Et on se retrouve juste après.
Et je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Et pour ce faire, on va écouter Renaud Lagrave, vice-président de la région Aquitaine en charge des mobilités. Il revient sur les ambitions régionales en matière de décarbonation du ferroviaire et notamment sur la place qu'occupe le projet de rétrofit BioGNV des X73500 dans cette stratégie. Et on se retrouve et on discute tous ensemble juste après cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, et d'abord merci au Ferrocampus d'organiser ce moment d'échange, ce webinaire. Moi je suis très heureux qu'on puisse évoquer ces sujets de décarbonation de l'ensemble finalement de nos moyens de transport. Nous, ça fait maintenant quelques années, à travers la feuille de route Néoterra, qu'on travaille à cette décarbonation, notamment des cars régionaux. Il y en a 5500 qui se promènent tous les jours dans notre région, et au fur et à mesure qu'on modifie les appels d'offres, on essaye véritablement d'avoir des filières. Le BioGNV en fait partie, et en fait partie au plus haut point, parce que je crois véritablement que c'est un modèle finalement d'économie circulaire, permettant ainsi à la région d'aider les agriculteurs à installer des méthaniseurs, à tirer ces méthaniseurs justement pour aller sur le réseau de GRDF et pouvoir faire le plein de nos cars. Finalement, le réseau est ainsi fait qui permet d'aller assez rapidement sur cette décarbonation. Et depuis plusieurs années, avec le président de la région, on a évidemment réfléchi à ce sujet-là sur la partie ferroviaire, en se disant, mais pourquoi ne pas prendre aussi du BioGNV sur nos 205 rames de TER, en tout cas celles qui sont aujourd'hui au diesel, et sur lesquels, malheureusement, on n'avait pas trop de propositions de la part non seulement des constructeurs, mais des SNCF de son côté. Ce qui veut dire qu'on a pris un peu le taureau par les cornes, en demandant notamment à tous les acteurs de voir est-ce qu'il n'est pas possible de travailler dans notre région, et notamment au Ferrocampus, sur cette question essentielle pour nous, finalement, la sortie du diesel, et faire en sorte que les TER aujourd'hui qui pourraient être modifiés avec des travaux nécessaires et qui ont tous évidemment un coût, peuvent demain rouler au BioGNV. C'est cet écosystème qu'on souhaite mettre en place, parce que ça permet d'irriguer tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, de travailler non seulement sur le train, les cars, et puis pourquoi pas les réseaux urbains qui pourraient aussi se joindre. Certains l'ont déjà fait depuis un certain nombre d'années. Ce qui veut dire que de ce point de vue, on est aujourd'hui sur une filière qui, je crois, non seulement est mature, qui permet une retombée véritablement sur les territoires, et puis surtout de décarboner les moyens de transport. Donc je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous un très bon webinaire. Merci à Renaud Lagrave pour ces propos introductifs. Avant d'entrer maintenant dans le détail des solutions, dans le détail des études, je propose d'aborder une question. Pourquoi ce sujet de la décarbonation du ferroviaire est-il si central? Jingle. On l'a entendu dans les propos de Renaud Lagrave, la région est engagée depuis plusieurs années déjà dans une démarche vertueuse, une démarche ambitieuse de décarbonation et d'innovation dans le ferroviaire. Mais pour comprendre concrètement ce que cela recouvre, je pense qu'il convient de revenir sur l'étude menée par l'ADEME dont vous avez parlé tout à l'heure, Séverine, et que vous allez nous présenter. C'est quoi les principaux enseignements, les principales grandes lignes? Oui, donc Éloi, la première question qui se pose, c'est quel est le volume de parc qui aujourd'hui roule au diesel? En 2022, selon l'étude de l'ADEME, 3000 trains roulaient sur des lignes non électrifiées et donc au gasoil. La solution que l'on étudie à travers l'étude de l'ADEME, c'est le BioGNV. Le BioGNV, le principe, il est issu des déchets agricoles et permet soit d'être utilisé sous forme comprimée, sous forme de gaz, ou soit sous forme liquide. Ce que l'on va chercher à travers ce format, ça va être une densité énergétique et donc, vous l'aurez compris, une autonomie en termes de conduite de ces trains.
Maintenant, une autre question fondamentale, c'est lorsqu'on s'intéresse à un gisement, à un vecteur énergétique, comme on les appelle, est-ce qu'il y a un risque sur ce vecteur énergétique? On sait que le volume de train est quand même relativement conséquent, mais que représente-t-il par rapport à la production de biométhane? Donc là, la réponse de l'ADEME est sans équivoque. Il n'y a évidemment aucun risque pour ce vecteur énergétique en termes de production. En effet, lorsqu'on fait des estimations en termes de TWh, en 2022, 6,9 TWh étaient produits en bio-GNV. Si on fait des simulations de conversion basées sur le parc dont je viens de vous parler, on serait sur un usage maximum de 0,6 à 2,6 TWh. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut estimer que 100% de cette flotte peut basculer vers ce vecteur énergétique? Eh bien non. Certains trains, d'après l'étude de l'ADEME, sont particulièrement adaptés par rapport au bio-GNV. On parle des modèles AGC, on parle des modèles ATR. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque modèle, le changement de vecteur énergétique induira des études spécifiques et une homologation spécifique. Et donc, encore une fois, la solution fera partie du mixte et fera partie des solutions que l'on peut proposer. La carte qui est aussi issue de l'étude de l'ADEME montre les lignes non électrifiées de longueur supérieure à 40 km. C'est là où la densité de ce vecteur permet une autonomie acceptable, c'est-à-dire que bien évidemment le gasoil a une performance énergétique forte, mais le bio-GNV permet une perte de maximum 20% de l'autonomie et donc permet une exploitation très large de ce vecteur énergétique. Ce que l'on voit dans cette carte, c'est qu'il y a des territoires qui sont particulièrement intéressants. Donc en prérequis, il faut évidemment des ateliers de maintenance spécifiques pour les trains qui seront convertis et des dépôts de carburant et en particulier des dépôts de carburant existants. Il faut noter en parallèle que la région Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine possèdent le plus grand nombre de lignes potentielles. C'est ce qu'on appelle en général les lignes de desserte fine du territoire. Enfin, des régions sont particulièrement adaptées aussi en termes de production de bio-GNV. On note notamment Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Occitanie. Merci Séverine. On voit que le bio-GNV coche beaucoup de cases. La case environnementale, la case technique, la case territoriale. Mais on imagine aussi que là, il faut une approche systémique autour de ce déploiement du bio-GNV. Et la région, il y a un visuel peut-être qu'on pourrait montrer, un graphique qui montre les contributions à l'indicateur changement climatique. Là, on fait référence à une autre étude de l'ADEME. Et le principe d'étudier l'impact d'un vecteur énergétique, c'est de le prendre sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc, ces analyses de cycle de vie montrent l'ensemble des options en termes de vecteurs qui pourraient être utilisées dans la phase transitoire de décarbonation. Bien évidemment, ce qu'il apparaît, c'est que le volet batterie, la technologie électrique caténaire sont les plus vertueuses en termes d'impact. À noter sur ce graphique, l'impact gasoil, c'est la dernière ligne en bas, et on voit par prorata l'impact des différents vecteurs énergétiques. Donc le bio-GNV, quelle que soit sa forme, a un impact très significatif. Ce qu'il faut noter, c'est que cette approche permet à la fois de voir l'impact sur le matériel roulant en termes environnementaux, mais pas seulement. Il prend en compte évidemment l'usage du vecteur énergétique en termes de pollution, notamment, mais il prend aussi la production de ce vecteur énergétique et donc son impact. Donc sur l'ensemble du portefeuille du mix énergétique, on voit que le bio-GNV est un candidat très efficace en termes d'empreinte écologique.
Merci Séverine, merci pour cette étude. On va y revenir tout à l'heure, notamment avec un focus sur le modèle économique lié au BioGNV. Mathieu Curzen, la région a pris position sur le sujet du BioGNV. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la région envisage cette transition parce qu'on imagine qu'il y a des contraintes qui sont fortes, mais on voit aussi, on le sait, qu'il y a une vraie volonté d'avancer. Oui, tout à fait. La région Nouvelle-Aquitaine, en tant que autorité organisatrice des mobilités, en fait, est confrontée à une équation assez complexe. Et c'est pour ça que le sujet est important, en fait, parce qu'il revêt une urgence contextuelle qui a en quelque sorte 3 dimensions. La première, on l'a déjà dit, c'est l'urgence par rapport au matériel roulant. La région Nouvelle-Aquitaine possède plus de 50 rames X73-500 qui circulent sur toutes les lignes de la région, mais qui sont essentiellement concentrées sur l'étoile de Limoges et le Pays Basque. En France, comme l'a rappelé la vidéo de Ferrocampus, c'est plus de 300 rames, 73-500 qui sont concernées. Et en fait, ce sont des rames qui sont particulièrement adaptées à ce qu'on appelle les LDFT, donc les lignes de desserte fine du territoire, donc aux petites lignes en fait des régions. C'est des rames qui sont légères, qui sont compactes, qu'on qualifie parfois de bus sur rail, un peu abusivement. C'est des lignes qui sont donc peu impactantes sur l'infrastructure, on sait que le maintien des infrastructures a un certain coût pour les régions. Et puis ce sont des rames qui sont facilement adaptables aux fréquentations parce qu'on peut les faire basculer en unités multiples doubles ou triples, c'est-à-dire en fait coller 2 ou 3 rames si jamais il y a plus de monde, par exemple aux heures de pointe. Donc on a ces rames qui sont particulièrement adaptées, qui circulent donc sur nos lignes, et en fait le problème c'est que d'ici maximum 10 ans, leur durée de vie s'arrête. Voilà, leur durée de vie s'éteint, et donc en fait on est confronté à cette équation où d'ici 10 ans, on doit avoir trouvé la solution de leur avenir. Est-ce qu'on les remplace? Est-ce qu'on les prolonge? Est-ce qu'on prolonge leur durée de vie? Et en fait, cette première urgence donc de matériel roulant s'inscrit au milieu de 2 autres urgences. Qui est le premier, c'est le contexte budgétaire. On sait que le contexte budgétaire est particulièrement serré. Bon, vous connaissez le contexte actuel national et la région n'est pas en reste. La région aussi a des coupes budgétaires et un budget plutôt serré aussi. Et puis il y a l'urgence écologique, évidemment. On connaît le contexte du changement climatique et voilà, ce contexte nous pousse aussi à décarboner nos mobilités, à diminuer drastiquement nos émissions de polluants et de carbone. Donc en fait, on a ce triple contexte-là, donc matériel roulant, économique et écologique. Et en fait, ça nous pousse à travailler sur ce rétrofit qui est un sujet qui nous semble pertinent pour répondre à chacune de ces 3 problématiques-là. Donc voilà. Merci, on le voit, c'est en lien, et on en reparlera à un autre moment sans doute, en lien avec la feuille de route Néoterra déployée par la région qui accompagne tous les travaux, toutes les décisions de la région. Donc je reprends, il y a un parc vieillissant, des budgets contraints et puis une exigence très forte et nécessaire de transformation. Et du côté des solutions, le BioGNV fait partie des solutions réalistes. Pierre Montosé, vous, chez GRDF, vous travaillez sur ce sujet depuis longtemps. Le BioGNV, c'est pas nouveau pour vous. Oui, alors on accompagne ceux qui utilisent justement le BioGNV. On fait en sorte qu'il se développe le plus possible. Pourquoi? Parce qu'on l'a évoqué en filigrane, mais les premières générations de véhicules, d'ailleurs c'était pour le transport de voyageurs qui ont utilisé le BioGNV. GNV à l'époque, c'était pour limiter les particules fines dans les centres-villes et réduire considérablement les oxydes d'azote. Donc premier point, bien fait pour la santé. À cela est venue s'ajouter la dimension gaz vert, donc biométhane, qui est particulièrement poussé ici par la région Aquitaine, qui permet de faire 80% de CO2 en moins qu'un véhicule diesel. Donc ces performances qu'on trouve sur la route avec des cars au début, qui sont quand même 10 500 en France à l'heure actuelle, et qui donc témoignent d'une technologie complètement mature, sécurisée, on se dit que ça pourrait également profiter au transport ferroviaire, toujours pour transporter des voyageurs. En complément, vous avez 18 500 poids lourds qui roule actuellement en France avec justement ce BioGNV. Donc oui, on peut parler de technologie mature qui est là pour répondre à une urgence parce que il y aurait presque plus qu'à faire un copier-coller de ce qui se passe sur les véhicules lourds sur la route pour l'installer maintenant sur le ferroviaire. Mature et jeune aussi, puisque le biométhane qu'on a évoqué, il a une existence qui est plutôt récente. Faire du biométhane, ça existe depuis longtemps. Par contre, l'injecter dans les réseaux de GRDF ou d'autres distributeurs, c'est plus récent. C'est récent et pour autant, il y a une grande dynamique. C'est-à-dire que ça va vite. Les volumes d'injectés dans le réseau de GRDF sont de plus en plus importants et c'est de plus en plus rapide que la croissance de ces injections se font.
On estime par exemple qu'ici, en région Nouvelle-Aquitaine, on sera à 30% de gaz vert en 2030. C'est-à-dire que 30% du gaz consommé dans la région Nouvelle-Aquitaine, en 2030, ce sera du gaz vert produit localement et donc dans le cadre d'une économie circulaire qui profite à tout le monde. Et au niveau national, 20%. Donc on peut reproduire ce qui se passe de manière très dynamique ici en région Nouvelle-Aquitaine, probablement aussi dans d'autres régions, et d'autres régions pourront mettre à profit cette expérience avec le X73500, voire avec d'autres types d'autorail, puisque je sais qu'il y a d'autres régions qui travaillent sur des solutions identiques pour décarboner le transport ferroviaire. Oui, parce qu'on parle du 76-500 également. C'est quoi les adaptations spécifiques qui sont nécessaires pour ces rames? Je crois qu'on y reviendra tout à l'heure un peu plus dans le détail, mais il faut changer le moteur et puis positionner des réservoirs. Je la fais simple. Et puis après, tout ce qui est circuit d'homologation, de réglementation à respecter, etc. etc. D'où l'intérêt de déployer rapidement un prototype à industrialiser dans un second temps. Merci Pierre. On voit que c'est mature, on voit que ça ouvre des perspectives qui sont vraiment concrètes. Et moi, ce que je comprends, ce que je vois, c'est que la filière, elle est bien structurée. Et elle est bien structurée déjà sur d'autres mobilités. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Jacques Mogoro. Donc, je le rappelle, vous êtes directeur industriel de la Fédération des industries du ferroviaire, la FIF. Comment les industriels du ferroviaire perçoivent-ils cette transition? On le voit que sur d'autres mobilités, ça fonctionne. Comment ça peut fonctionner sur le ferroviaire? Côté industriel, on a encore pas mal de choix devant nous. Faut être très honnête, on a toujours le choix de la batterie, on a le choix de l'hydrogène, on a le choix du bio-GNV. Et ce qui permet d'orienter, c'est un peu ce que j'ose appeler le délai de mise sur marché ou le time to market. À l'image de ce qui vient d'être dit, on sent très bien que le bio-GNV est disponible et sera disponible à court terme. Il y a déjà un certain nombre tout à l'heure, monsieur Renaud Lagrave parlait des bus en bio-GNV, ce qui démontre que les points d'avitaillement sont disponibles. Et donc, d'un point de vue industriel, à partir du moment où on a une vraie orientation sur des appels d'offres ou de la commande publique qui va et techniquement des sources d'avitaillement disponibles, naturellement, on viendra proposer des solutions qui viendront remplir ce besoin. Moi, je prendrai un exemple. Je vais faire le lien avec le secteur du BTP. Le secteur du BTP, et vous connaissez les chantiers du Grand Paris. Vous savez qu'il y a eu un certain nombre de travaux dans le cadre du Grand Paris. Il s'avère que il y a 5 ans, on parlait beaucoup déjà de décarbonation, et il y avait des injonctions contradictoires qui étaient demandées au secteur. C'est-à-dire que d'un côté, on demandait au BTP et à la filière ferroviaire de faire du zéro émission, et de l'autre, fallait avoir les mêmes profils de mission pour des matériels qui n'étaient pas équivalents parce qu'on changeait la source d'alimentation. Donc, on se retrouvait dans des situations où on avait des belles machines avec des grosses batteries, mais des batteries qui, alors même qu'elles devaient avoir des profils de mission de 9 heures, 8 heures, et c'était ce qu'il y avait avant avec le diesel, avaient des profils de mission de 3 heures. Donc, d'une certaine manière, on n'avait pas de solution. Les chantiers pouvaient prendre du retard sur cette bonne idée qu'était la décarbonation. Et finalement, c'était presque une mauvaise idée. À l'heure actuelle, avec des solutions comme le bio-GNV et le fait que tout à l'heure, on parlait de structuration de filière au sens régional, ça nous permet d'être en confort pour proposer ces solutions-là et pour commencer à organiser la filière à des rétrofits. Et je donne l'exemple toujours du BTP sur, par exemple, le groupe Noblet. Le groupe Noblet a déjà travaillé sur un certain nombre avec les industriels sur des solutions, et ils ont déjà des aspiratrices excavatrices qui fonctionnent en bio-GNV. Donc finalement, on se retrouve dans une situation beaucoup plus confortable que celle que je vous ai donnée il y a quelques minutes sur le Grand Paris. On a d'un côté des industriels qui ont plusieurs possibilités à fournir pour faire des rétrofits. On a une commande publique qui a déjà anticipé la notion d'avitaillement avec des problématiques de réseau déjà couverts. Donc finalement, on n'a plus qu'à se mettre en mouvement pour faire en sorte d'organiser la filière. On a des exemples comme TSO Colas qui sont déjà sur ces solutions-là. Ça nécessite d'équiper leur parc, mais c'est vraiment
quand l'offre technique et l'offre d'avitaillement sont cohérentes, ça permet de mettre la filière en mouvement. Merci Jean-Jacques. On a une bonne visibilité sur ce secteur. On a vu comment la région, comment les industriels, comment les acteurs de l'énergie se mobilisent autour du BioGNV. Maintenant, je vous propose tous qu'on se pose une question. Quels atouts concrets en termes de coûts, en termes d'impact, et puis en termes de faisabilité aussi, j'ose pas dire en termes de faisabilité rapide, mais en termes de faisabilité. Jingle et on en parle. Alors pourquoi est-ce une solution adaptée? Séverine Rognier, donc je le rappelle, vous êtes directrice générale de Ferrocampus, coordinatrice de Ferro 233, et là vous êtes là pour rapporter également l'étude produite par l'ADEME. Dans cette étude, il y a un focus vraiment sur le modèle économique. Quels sont les enseignements de ce focus ? Oui, Éloi, et je regrette vraiment l'absence de Jérôme Pouillet de l'ADEME et j'espère pouvoir restituer avec un nouveau graphique que je vous propose d'analyser. Donc, il est toujours important de poser les bases techniques et d'avoir les mêmes méthodes de calcul pour savoir comparer les solutions. Là, le graphique en question, on parle du coût total de possession. L'importance vue de l'ADEME, c'est toujours de le mettre dans un véritable contexte. Ce qui est intéressant dans les principes de l'ADEME, c'est que lorsque l'on lance un projet, on ait les mêmes références de calcul. Donc là, les hypothèses qui ont été prises pour calculer le coût du passage au BioGNV versus une solution gasoil, c'est que entre 2020 et 2040, il va y avoir une augmentation très significative du coût du gasoil disponible. Donc c'est à la fois, lorsqu'on fait des calculs, c'est à la fois une méthodologie, mais à la fois des hypothèses. Dans ces mêmes hypothèses, on estime que via une régulation du BioGNV, le cours de ce vecteur énergétique restera stable dans le temps. Donc on voit qu'il y a aussi des conditions dans la manière de faire les calculs. Néanmoins, ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que, comme je vous disais précédemment, lorsque l'on veut adapter au BioGNV, il y a des études spécifiques et une homologation. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon industriel, les coûts non récurrents. Donc ces coûts non récurrents, on voit que lorsqu'on a, c'est la partie bleu marine, lorsqu'on a 4 trains, la répartition de ces coûts non récurrents est important. Et que plus on augmente le nombre de trains, plus cette partie de coûts par train de coûts non récurrents, mécaniquement diminue. Donc là aussi, il y a une vraie logique, c'est-à-dire que la Nouvelle-Aquitaine nous a expliqué qu'il possédait une flotte de plus de 50 trains. Donc on voit aussi l'importance d'avoir une stratégie industrielle basée sur du volume. Donc on l'a vu, des méthodes de calcul, il y a aussi au niveau intérêt économique, ce qu'il faut voir, c'est le coût d'opportunité. C'est-à-dire que lorsqu'on place son argent pour investir dans du matériel neuf, il faut voir qu'est-ce qui sera le plus rentable et qu'est-ce qui aura le plus d'impact. Aujourd'hui, une stratégie à court terme d'investissement sur une augmentation de la capacité et combinée pour du rétrofit sur du matériel existant, c'est une stratégie d'optimisation des flux de ce qu'on appelle les CAPEX. Donc, gagner 10 à 15 ans de prolongation de la durée de vie du matériel X73500 permet d'avoir en coût d'opportunité d'autres investissements. Avec les coûts de maintien énergétique, on parle sur 20 ans de plus de 60 millions en OPEX, c'est-à-dire en opération de gains. Parce que, encore une fois, avec les hypothèses d'augmentation du cours du gasoil. Ce qui manque dans cette étude et ce qui sera pris en compte par la région Nouvelle-Aquitaine, c'est l'angle économique. Parce qu'on parle de trajectoire de temps long et une trajectoire qui irait vers
plus d'électrique avec des batteries ou des caténaires. Mais on parle aussi de la signalisation, de la remise en état des voies. Donc, quel est l'impact aussi de ces trajectoires sur le long terme, de ces voies que l'on a vues sur la carte précédente, en termes d'amélioration de services, mais pas seulement en termes d'impact industriel et d'emploi des citoyens. Merci pour cet éclairage. Du côté de la région, on parle, et là on l'a vu également dans ce que Séverine nous présentait pour l'ADEME, on parle de l'atout du BioGNV, de l'impact territorial. Est-ce que vous pouvez, Mathieu Curzen, nous dire comment cette solution s'ancre dans la stratégie, s'ancre dans le tissu agricole, énergétique également de la Nouvelle-Aquitaine? Voilà, je pense que vous l'avez bien introduit. Pourquoi est-ce que c'est une solution adaptée? J'ai envie de vous dire parce qu'on est la région Nouvelle-Aquitaine. Alors ça fait un peu chauvin dit comme ça, mais je vais m'expliquer. En fait, la région Nouvelle-Aquitaine, par son territoire, offre une opportunité très importante vis-à-vis de cette solution de mobilité, de par la ressource qu'elle offre en fait. Pour ceux qui ne sont pas forcément initiés, donc le BioGNV, c'est issu de la méthanisation. Et la méthanisation se base en grande majorité sur les déchets verts, les déchets agricoles, les déchets de plantation. On va dire c'est de là que tire en gros la grande majorité, c'est de là que vient la ressource du BioGNV. La situation de la Nouvelle-Aquitaine, elle est claire. Ses premières régions agricoles françaises, ses premières régions d'élevage françaises, ses premières régions boisées de France. Donc en fait, la ressource, on va dire, est présente. Et pour aller dans ce sens-là, en 2016, on répertoriait plus de 76 000 exploitations agricoles qui montrent qu'en fait, le secteur agricole en région Nouvelle-Aquitaine, il est très important. Et il produit énormément de déchets, évidemment, et donc énormément de ressources disponibles pour le BioGNV. C'est pour ça que c'est particulièrement adapté. Et en plus, le BioGNV dans la région bénéficie d'un certain élan qui est déjà existant, d'un certain engouement. En 2024, on a eu 9 nouvelles unités mises en service dans la région. Donc ça montre bien qu'on a non seulement la ressource, mais en plus on a déjà le petit coup de pouce, le petit élan qui existe déjà. Et comme le rappelait le vice-président dans la vidéo introductive, c'est aussi adapté parce qu'en fait c'est en plein dans la directive de la région qui est de privilégier l'économie circulaire. Voilà, le secteur agricole produit du déchet, et bien on utilise ce déchet pour créer du gaz vert. J'ai dit évidemment déchets agricoles, déchets de plantation, mais ça se base aussi sur du déchet industriel, voire même du déchet ménager. Donc en fait, c'est vraiment une économie circulaire qui est globale, qui concerne pas non seulement le secteur agricole, qui certes a une importance majeure, mais aussi, on va dire, le reste de la région. Donc du fait de cette ressource importante et de cet élan existant, on pense que vraiment le BioGNV est particulièrement adapté à notre région. Ouais. Oui, ça on le voit bien effectivement, on voit bien le rôle clé de l'agriculture ici en Nouvelle-Aquitaine. Du côté de GRDF, vous, cette logique de circuit court, d'approvisionnement local, c'est central dans vos réflexions également, Pierre Montosé. Oui, complètement. On parle souvent de territorialisation de l'énergie, d'économie circulaire. Et à ce titre-là, le TER peut être une illustration de plus par rapport à ce qu'on peut faire dans le domaine. Tout à l'heure, j'évoquais, pour rebondir sur ce qu'a dit, les 30% de gaz vert en Aquitaine en 2030, alors qu'on est plutôt à 20% en moyenne en France estimée. Donc ça fait quand même une dynamique de x5 par rapport à l'année de référence. Donc en très peu de temps, on va largement augmenter les volumes de gaz vert disponibles. Il y a actuellement des infrastructures disponibles pour le transport de marchandises. 380 stations disponibles en France, donc qui sont positionnées sur les réseaux. Également 380 stations privées. Et on peut penser que pour ravitailler des trains, on opterait plutôt sur une station privée. Et pour l'illustrer, on a ici une carte des stations publiques. Donc en plus, les stations privées qui vont être positionnées, et là pour rejoindre la question sur l'économie, l'avantage d'une station privée que vous mettez sur votre site d'avitaillement d'un train, ça va être de la dimensionner au plus près par rapport à vos besoins. Donc on va être le plus adapté, le moins cher possible. Si on raisonne plus large, en termes plus collectif, je dirais même, on a aussi l'avantage d'utiliser des infrastructures existantes quand on parle de biométhane injecté dans le réseau. C'est-à-dire que le réseau de gaz, il n'a pas besoin d'être adapté ou vraiment adapté à la marge pour recueillir tout ce gaz vert qui est produit par des méthaniseurs, par des stations d'épuration. Donc on a aussi un gain de productivité très important. Pour rappeler ce que dit
RTE, il doit investir 100 milliards d'ici 2040 pour adapter ses réseaux. Pour le gaz, on est quasiment sur les installations infrastructures existantes, avec donc assez peu d'investissement sur le réseau pour absorber ce gaz vert. Donc notre volonté, c'est de passer du gaz fossile au gaz vert le plus rapidement possible, d'en développer ensuite les usages dans la mobilité. Et puis on a parlé d'économie circulaire, si on veut aller plus loin dans une illustration possible. J'allais y venir, est-ce qu'il y a un exemple concret où ça se déroule déjà? Où ça pourrait se dérouler, je vais dire. On a parlé tout à l'heure de TER où il y aurait potentiellement la possibilité de les basculer au bio-GNV sur la région de Limoges, par exemple. À Limoges, vous avez une station d'épuration qui permet de produire du gaz vert. Vous avez des stations existantes qui permettent d'avitailler des camions. Les bennes à ordures ménagères nouvelles qui vont rouler sur la commune vont utiliser le bio-GNV, aller chercher des déchets, des biodéchets qui eux-mêmes vont alimenter un méthaniseur. Donc on est en plein dans cette économie circulaire. Et il y a également un équilibre économique favorable lorsqu'on va mettre un usage bio-GNV sur des zones, sur des mailles de réseau où vous avez des injections de gaz vert. Pourquoi? Parce qu'un méthaniseur, il va produire toute l'année du gaz vert. Et donc il a tout intérêt à avoir sur sa maille des utilisateurs qui vont avoir des consommations régulières toute l'année, comme peut le proposer un industriel, ou comme peut le proposer aussi une station qui délivre du bio-GNV pour ses clients. Merci Pierre Montosé. Et c'est vraiment un point essentiel ce que vous dites. La logistique et les infrastructures d'avitaillement sont déjà là, ce qui rend encore plus réaliste cette démarche. Mais alors au-delà de la technique, il faut sans doute penser en termes de système industriel global. Jean-Jacques Mogoro, vous, comment vous voyez cette organisation ou l'organisation de la filière à cette échelle? Alors, je la vois comme, je peux en être le témoin sur ce qui se passe en Allemagne. On a pu constater qu'ils avaient, depuis pas mal d'années, travaillé sur leur petite ligne, comme nous en France, et ils sont passés par différentes démarches. Ils avaient une époque le souci de déployer énormément de caténaires. C'est-à-dire que leur dogme, leur doctrine à une époque avait été de dire on va fortement déployer de la caténaire et on verra comment la filière pourra répondre. Bon, force est de constater qu'ils n'ont pas réussi à déployer autant qu'ils le souhaitaient. Je crois qu'ils sont arrivés à 62% en 2025, ce qui est déjà bien. Mais ça prouve bien que la filière n'a pas été en capacité de répondre à ce souci, à cette demande. Alors je vous ai pas dit à quel ils avaient commencé, je crois à 45%. Sur l'hydrogène, ils ont eu une démarche analogue de dire voilà pour les grands profils de mission, on va plutôt utiliser l'hydrogène, donc on va orienter la filière, on va faire un certain nombre de tests, des prototypages, et puis normalement, les constructeurs, les fabricants, les équipementiers de matériaux longs pourront répondre aux besoins si on arrive à faire un prototype qui fonctionne. Il s'avère encore sur ce point-là, ils ont constaté que sur les études de faisabilité, sur l'hydrogène, il y avait un problème de maturité de l'écosystème, une maturité finalement de la technologie. Et le coût de possession était pas satisfaisant. Donc, encore une fois, c'est un exemple qui dit, d'un point de vue système, on vient à dire, on va utiliser une source d'énergie, que ce soit électrique, avec la caténaire, ou l'hydrogène, en disant, la filière répondra aux besoins. Force est de constater que ça prend plus de temps. Et il y a aussi une histoire de maturité technologique. Dans le cadre du bio-GNV, je pense que depuis tout à l'heure, on le dit assez clairement, que ça soit en mode sur les principes d'avitaillement et même sur la technologie, tout est prêt. Donc, ce qu'il faut et ce qu'il nous faut maintenant, c'est de travailler sur ce qui a été dit aussi sur la notion de harmoniser les investissements, que ce soit en infrastructure, matériaux roulants et logistique. Là, ça va sur sécuriser des productions et continuer à investir pour s'assurer que les besoins sont remplis. Mais vous l'avez dit depuis tout à l'heure, c'est très encourageant et je pense que ça a un niveau de maturité. Standardiser les technologies pour diminuer les coûts unitaires. Le principe de l'industrie, c'est de faire du volume. Si on ne fait pas de volume, on n'est pas industriel. Et à partir du moment où on arrive à avoir du volume parce qu'on a une visibilité sur le choix technologique, on est capable d'organiser un certain nombre d'acteurs derrière ces projets
pour faire en sorte de faire du volume, de diminuer les coûts et d'optimiser la technologie. Et ensuite, il y a des problématiques bien sûr, d'optimisation de la maintenance, augmenter aussi les notions de formation pour s'assurer que l'écosystème, que ce soit les personnes déjà en emploi ou futures personnes, enfin les futurs ingénieurs et techniciennes qui sortent de nos écoles, connaissent ces technologies-là. Donc, en quelques mots, c'est créer une économie d'échelle à l'échelle du territoire sur la base d'une vision technologique qui est claire et qui n'est pas remise en cause demain. Merci Jean-Jacques Mogoro. Vous m'avez finalement fait ma transition puisque moi j'ai envie de poser maintenant la question comment passer de l'intention à l'action. Quelles sont les étapes concrètes qui vont permettre à cette filière de se structurer, de déployer les premiers prototypes sur le terrain? On se retrouve après le jingle. Et oui, quelles sont les étapes de mise en œuvre? Jean-Jacques Mogoro, encore avec vous finalement cette question, parce que si on prend un peu de hauteur, comment la France peut vraiment déclencher les différentes étapes? Comment on peut imaginer une filière qui soit intégrée entre le fret, le voyageur, le chantier, tout? Alors, on va commencer par ce sur quoi j'étais parti il y a quelques minutes, c'est des notions de formation. On peut le voir si je fais une analogie de ce qui se passe dans la filière énergie. Vous voyez que l'état de la filière a été dans une certaine décrépitude par rapport aux problématiques de formation. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez d'ingénieurs et techniciennes dans le domaine du nucléaire. Là, on aura la même problématique. Il faut être capable de former des personnes à travailler sur ces technologies-là. On a l'exemple de la RATP qui a formé un certain nombre de personnes, de personnel au BioGNV. Et assurément, il y a tout un écosystème à acculturer à ces technologies-là. Quand on parle bien sûr d'agents et de personnel, il y aura aussi besoin d'infrastructures. On en a encore parlé plusieurs fois, notion d'avitaillement assurément, mais un moteur BioGNV, il a des particularités. Il faut savoir former les personnels à le gérer et il faut peut-être que les ateliers soient déjà préparés pour accueillir ce type de technologie. Je fais une petite digression sur ce sujet-là. L'hydrogène, vous savez que un jour, ce sera sans doute une technologie plus mature. Le fait de pouvoir organiser, que ce soit les formations ou les infrastructures, déjà sur des technologies type BioGNV, permettra de faciliter la transition un jour à l'hydrogène, ce qui est plutôt intéressant parce qu'il y a une continuité technologique sur les modes d'énergie dans le cadre d'une filière. Ensuite, le plus important quand on fait partie de la fédération, c'est tout le volet qui a déjà été évoqué en début de webinaire. Il y a la notion de réglementaire, la notion d'homologation. Et ça, c'est un travail qui peut prendre du temps dans le ferroviaire. On est sur des cycles longs. Ça nécessite des gens qui connaissent les technologies, des gens qui n'en ont pas peur, des gens qui sachent les expliciter et des gens qui sachent faire des dossiers de sécurité pour garantir la fiabilité de ces technologies-là. Et puis, j'en ai oublié, mais il faut qu'on définisse une gouvernance, enfin, qu'on fasse vivre une gouvernance afin d'avoir une feuille de route progressive, parce que on est dans le ferroviaire, donc il y a forcément de la commande publique. Là, il y a des acteurs publics qui font des choix par rapport à un tissu, et ça a été évoqué tout à l'heure, de l'économie circulaire par rapport à un mode d'énergie. Maintenant, il faut mettre ça en musique. Il faut organiser, c'est le principe des filières, que ce soit des filières énergie ou des filières ferroviaires. Il faut réunir les acteurs pour que chacun prenne sa part et puisse contribuer à ce projet. Oui, parce qu'il faut Jean-Jacques Mogoro, il faut donner une visibilité. Et c'est quoi la maille idéale? C'est quoi la visibilité qu'on peut donner aux industriels? La meilleure échelle, 10 ans, 15 ans, 25 ans? Assurément, généralement, on est sur de 10 à 15 ans de manière ferme, parce que c'est sur ces amplitudes-là qu'on parle de la série qui va venir. Et 25 ans, c'est d'un point de vue technologique. Donc, il faut être capable de définir des volumes afin de pouvoir organiser des transitions de parc. On a déjà, et ça a été expliqué tout à l'heure par
Séverine Ramier, on connaît notre parc. Maintenant, faut expliquer. On n'arrivera pas d'un claquement de doigts à rétrofiter des matériels. Il faut organiser cette bascule et il faut les organiser sur le temps long du ferroviaire, c'est-à-dire à minima 10-15 ans et un peu plus si on peut donner de la visibilité à la filière ferroviaire. Merci Jean-Jacques. Côté région, Mathieu Curzen, le rétrofit BioGNV est présenté comme une solution de transition, mais ça signifie quoi en fait concrètement d'être présenté comme une solution de transition? Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, la région Nouvelle-Aquitaine est un peu sur un chemin vers la décarbonation des mobilités. Et on a vraiment le sentiment que sur ce chemin, le BioGNV est une étape qui est non seulement nécessaire, mais importante. C'est une étape qui est cruciale parce que déjà, vis-à-vis de la contrainte écologique, elle offre un vrai pas en avant. L'étude ADEME présentée par Séverine le rappelle, mais on est sur moins 85% d'émissions de carbone, ce qui est quand même massif. Et puis on a aussi des diminutions drastiques sur les particules fines, sur les divers polluants. Donc déjà, sur le point de vue écologique, c'est un grand pas en avant sur ce chemin-là. Évidemment, pour nous, sur notre chemin, c'est aussi important du point de vue économique. Je le rappelais au début du webinaire, on a une véritable urgence contextuelle sur le matériel roulant, mais qui est en plus encadré par un contexte budgétaire très serré. Et justement, ce rétrofit BioGNV permet déjà de se passer de l'investissement sur le matériel neuf. L'investissement, là on parle de plus de 50 rames, hein. L'investissement sur le matériel neuf, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Donc quand on est dans un contexte budgétaire, ça pèse beaucoup. Et justement, ce rétrofit, nous, on va aller l'accompagner d'une prolongation de durée de vie. Alors, ce ne sera pas une prolongation éternelle, évidemment, hein, ce sera peut-être 10-15 ans. Mais 10-15 ans, quand on est dans un contexte budgétaire serré, c'est très très important. Et puis surtout, ça permet aussi de se passer de l'investissement sur l'électrification. Parce que comme je le disais au début du webinaire aussi, le 73-500 est une rame qui est adaptée à nos lignes parce que nos petites lignes ne sont pas électrifiées et que l'investissement vers l'électrification, il est monstrueux aussi. Donc on cherche à s'en passer. Donc d'un point de vue économique, c'est aussi, on va dire, un vrai plus sur ce chemin vers la décarbonation. Et puis dernière chose, mais c'est un peu ce que la FIF rappelait aussi, d'un point de vue technologique, les solutions qui existent déjà sur on va dire les solutions alternatives au diesel ne sont pas adaptées à notre réseau pour le moment. Nous, nos petites lignes, contrairement à d'autres régions où ce sont des antennes, nos petites lignes, c'est des lignes qui font plusieurs centaines de kilomètres sur lesquelles parfois on a 0% d'électrification. Si je prends la ligne Musside en Iversac, on n'a pas d'électrification. Si je prends Périgueux-Brive, c'est seulement les quelques derniers kilomètres à Brive, donc le bimode n'est pas pertinent. Et les autres solutions qui existent actuellement, les trains à batterie, etc., n'offrent pas une autonomie qui permet d'envisager une exploitation vraiment décente par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on va dire la solution qui offre le meilleur compromis d'un point de vue écologique et technique, exploitation, et qui en plus offre un vrai plus sur l'aspect économique, eh ben, c'est tout simplement le BioGNV. Donc c'est pour ça que sur ce chemin-là vers la décarbonation, pour nous, le BioGNV actuellement est la meilleure solution et que donc on compte passer, si je puis dire, à la vitesse supérieure. Mais je crois qu'on en parlera un peu après. On va en parler juste après, effectivement. Merci Mathieu. On voit que la stratégie est hyper claire. Prolonger la durée de vie, limiter l'empreinte carbone, préparer le futur en somme. Il y a peut-être quelques verrous quand même qui doivent être encore levés. Pierre Montosé, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide topo sur les verrous? Alors pas tous les verrous qui ont déjà été levés, parce qu'il y en a eu un certain nombre, mais les verrous peut-être qui restent à lever pour passer à l'échelle. Oui, effectivement. Déjà, on ne part pas d'une feuille blanche. Hein. Ouais. Le rétrofit BioGNV, ça a déjà été fait pour des cars. Alors, on est sur la route, on n'est pas sur le rail, mais donc enlever un moteur diesel, mettre un moteur BioGNV, enlever un réservoir diesel et mettre un ou des réservoirs pour le BioGNV, ça s'est déjà fait sur la route. Ensuite, on ne part pas d'une page blanche parce que pour tout ce qui est infrastructure, station, réglementation à respecter, il y en a. Hein. C'est-à-dire quand vous avez une station avec 100 bus qui doivent s'avitailler sur un dépôt, avec parfois côté de la recharge électrique grande puissance, juste à côté du diesel. Donc il y a des réglementations qui existent, qui ont été éprouvées pour les ateliers, pour la maintenance, pour tout ce qui est sécurité des salariés, formation aussi de ceux qui travaillent sur ces véhicules au gaz. Donc il y a déjà un savoir-faire et une expérience. La partie qui reste devant nous, c'est tout ce qui est homologation spécifique au rail. Hein.
réglementation spécifique. Et là, on peut quand même tirer un coup de chapeau à ceux qui ont fait l'étude phase 2, c'est-à-dire l'étude précédente, qui a quand même balayé beaucoup de sujets, qui a rencontré EPSF, donc les responsables de la sécurité ferroviaire, qui ont dit il n'y a pas d'obstacle majeur, il y a un peu de travail, mais il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'impossibilité, au contraire, pour rétrofitter un train diesel et le faire rouler au bio-GNV. Dans les approches, on peut projeter à l'écran qui ont déjà été faites et qui ont permis de valider une partie des solutions techniques. Il y a eu notamment la question de répondre aux besoins en autonomie. Il fallait faire au moins 500 km. Avec la disposition que vous voyez à l'écran des réservoirs, on est à 737 km estimés. Donc, le design pour intégrer les réservoirs, pour intégrer le moteur, il est validé. Ça s'est fait en allant voir cet autorail qui était sur chandelle, qui a permis de faire un scan 3D de tout l'intérieur, de visualiser le dessous de l'autorail, le dessus, etc. Donc, sur plan, mais de manière très précise, la solution technologique, elle est quasi validée. J'ai parlé de l'autonomie, la sécurité. Par contre, là, on va rentrer dans tout ce qui a trait à une homologation classique, je dirais, mais comme le disait mon prédécesseur, qui va nécessiter une certaine temporalité parce que il faut faire des tests sur les collisions. Et on mise beaucoup sur le prototype, c'est-à-dire que le prototype, c'est un prototype qui pourrait quasiment être mis sur les rails peu de temps après, d'où l'investissement aussi sur ce modèle-là. Mais c'est vraiment un prototype qui va permettre de prendre des décisions, vraiment, ouais. de mesurer tout ce qui permet d'être homologation. Mais là-dessus aussi, on est plutôt confiant. Enfin, regardez les émissions de CO2, de gaz à effet de serre sur le bio-GNV. On a déjà des prérequis, des connaissances. Donc c'est juste le mettre sur le TER. Donc on peut être confiant sur cette phase-là. C'est du travail. Mais à enclencher avec confiance, quoi. Mais vu tout ce qui a été déverrouillé avant, finalement, c'est complètement faisable. Ouais. Le prototype, il va plutôt être là pour confirmer tout ce que les études permettent de mesurer en théorie. Et lever les derniers freins. Ouais. Merci Pierre. Mathieu Curzen, alors les étapes maintenant, les étapes à venir, où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement? C'est quoi les prochaines étapes de ce projet bio-GNV en Nouvelle-Aquitaine? Alors je vais être un peu le grand annonceur, mais j'ai été un peu spoilé par Pierre, mais c'est pas grave. L'intérêt est quand même ici. En fait, comme je le disais, la région Nouvelle-Aquitaine est vraiment sur un chemin sur lequel on a eu des étapes qui sont déjà passées et sur lesquelles on a des étapes restantes si on veut aboutir à tout ce qu'on se dit depuis le début, c'est-à-dire vraiment une filière généralisée et puis un rétrofit global. Les étapes passées, on en a déjà pas mal parlé, ce sont les études de faisabilité qui ont démontré que non seulement il y avait une opportunité, mais qu'en plus théoriquement ça marche bien, ça fonctionne. Et le problème, c'est que on peut dire en quelque sorte que rien n'est vraiment prouvé, si on veut être vraiment, rien n'est vraiment prouvé tant qu'on n'a pas eu une validation pratique. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, comme le disait Pierre, un prototype qui vient valider ce que la théorie nous dit. Justement, on pense que c'est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est donc la fabrication d'un prototype qui va permettre justement de valider toutes ces données théoriques qu'on a mesurées dans les études de faisabilité et qui est donc évidemment une étape nécessaire au passage à l'industrialisation qui viendrait dans un second temps. Ce prototype, en fait, il faut vraiment du coup le voir dans une vision globale, sur un chemin global rappelé par les autres acteurs. Et dans notamment le cadre d'une création d'une filière globale, en fait, tout ça passe par, dans un premier temps, un prototype. Voilà, c'est obligatoire, on doit passer par là. Donc la prochaine étape, ce serait le lancement d'un appel d'offres, effectivement, pour laquelle, évidemment, la région Nouvelle-Aquitaine, porteuse du projet, se charge de passer justement cet appel d'offres. Bon, ce serait en 2026, globalement, début 2026, pour sélectionner une entreprise qui serait prête à rejoindre la région et l'équipe projet, parce qu'elle se compose aussi de Ferrocampus et GRDF, dans cette démarche globale et donc passant par ce prototype-là. Donc un appel d'offres permettant de créer un prototype validant les études théoriques et puis validant aussi la prolongation de la durée de vie, puisque nous, c'est, comme j'ai rappelé dans nos urgences, ça fait aussi partie de nos points prioritaires. À noter aussi que sur ce chemin-là, donc le lancement de l'appel d'offres pour le prototype,
on a aussi l'importance de l'échange avec les autres régions motrices et qui sont motivées par le projet. On pense que voilà, le sujet, il n'est pas seulement régional, comme on l'a rappelé, il y a plusieurs centaines de rames en France, peut-être d'autres rames même que les 73-500, et on pense vraiment que ce passage à la massification du rétrofit et à la création d'une filière réelle sur ce sujet-là, il passe aussi par un échange entre les régions qui permettrait de créer un engouement encore plus fort, quoi. Donc il va falloir suivre de très près vos prochaines annonces, les prochaines dates pour aller un petit peu plus loin sur ce prototype. Merci, on arrive à la fin de cette émission, mais il y a quand même un dernier jingle. Pour conclure, merci à vous quatre pour la richesse de ces échanges. Je vous propose un dernier petit tour de table pour une phrase, un mot, pour résumer votre regard sur la suite de cette aventure, sur ce projet collectif. On peut commencer avec vous, Jean-Jacques ? Déjà, merci pour la qualité du webinaire, parce que c'est avoir de la lisibilité pour l'avenir, c'est tout ce qu'on demande côté industrie, et on est à votre entière disposition pour travailler ces sujets-là. Merci Jean-Jacques Mogoro. Pierre Montosé ? Bon, j'aurais 2 mots, moi c'est hâte et confiance. J'ai hâte et puis confiance sur ce projet. Merci Pierre. Et Mathieu Curzen ? Oui, moi je pense que la région Nouvelle-Aquitaine n'y arrivera pas seule. Évidemment, on compte sur l'investissement des divers acteurs de la filière parce que, en fait, en quelque sorte, le futur nous regarde déjà, si je puis dire, parce que c'est aujourd'hui en fait qu'on crée les mobilités vertes dont hériteront nos enfants et nos petits-enfants. Donc voilà, je compte vraiment sur les acteurs de la filière pour nous aider dans ce projet-là. Merci Mathieu. Séverine, je vous propose de faire une conclusion à 2 voix pour Ferro 233. Moi, ce que j'ai retenu, je sais pas vous, on va voir, mais moi, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable engagement collectif autour de la décarbonation du ferroviaire. La région Nouvelle-Aquitaine porte une vision claire. Il y a une pertinence environnementale qui, là, on l'a vu, elle est évidente. Il y a une cohérence économique qui est évidente dans un contexte qui, vous l'avez rappelé, Mathieu Curzen, qui est particulièrement contraint. Séverine. Oui, ce qui est intéressant autour de la table, c'est qu'on a plusieurs points de vue qui convergent et on voit que de toute façon, il y a cette urgence de court terme, donc se baser sur des solutions existantes, matures et éprouvées et avoir un impact environnemental, mais en même temps travailler sur une trajectoire. Une fédération, une masse critique pour que au niveau industriel ça ait du sens, parce que en face d'une volonté il faut des solutions et c'est l'industrie qui apporte ces solutions. Donc un grand merci à tous pour initier ce dialogue. Un petit clin d'œil aussi sur l'émission de Ferrocampus qui a été créée aussi par la région. Juste pour répondre, en 2028, il y aura la création d'une école d'ingénieurs Subferro. C'est aussi une première annonce. Il faut accompagner ces changements, il faut cette vision système et cette collaboration. Donc on est tous acteurs, on a tous notre responsabilité et c'est un peu l'objet de Ferro 233. Merci Séverine Rognier. Ce webinaire, cette émission n'était, je le disais en préambule, n'était qu'une étape dans ces discussions, ces regards croisés autour du ferroviaire, d'une trajectoire du ferroviaire durable. Le think tank Ferro 233 poursuivra son travail d'analyse, de dialogue, toujours avec cette même ambition, faire se rencontrer les acteurs, faire croiser les points de vue, et puis poser les conditions d'une réussite, d'une décarbonation complètement intégrée. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous retrouverez très bientôt le replay de cette émission, et puis rendez-vous très bientôt pour la suite de toutes ces réflexions. À bientôt.